Donc voici la vidéo tant attendue entre guillemets, puisqu'effectivement j'avais dit que je la ferais, donc sur l'intérieur de la Nissan Leaf. Euh, donc ça va être à la fois de la présentation et un avis, donc un petit mix des deux. Donc tout d'abord la portière. Bon, il n'y a rien de spécial à en dire, c'est une portière, c'est assez classique. On va retrouver toute la partie accoudoir, donc avec ce revêtement un petit peu souple qu'on va retrouver, alors je sais pas si c'est exactement le même, qu'on va retrouver un petit peu sur les sièges. Évidemment, il est un petit peu moins rembourré, mais en tout cas, c'est pas dur, c'est la moindre des choses pour un accoudoir. Donc vous m'excuserez pour la propreté du véhicule. Comme dit un certain président dans Petites Observations Automobiles, c'est la vraie vie. Donc vous avez le véhicule en utilisation. Donc voilà, moi je disais un panneau de porte assez classique. Évidemment, enfin évidemment ou pas, on va retrouver ce qui est à la mode aujourd'hui, et je crois qu'on retrouvait d'ailleurs déjà un petit peu sur la première Leaf, enfin, j'en suis même pas sûr, mais on retrouve sur beaucoup de productions, enfin dans beaucoup de véhicules aujourd'hui, donc c'est les fameux plastiques laqués, donc qui se rayent très facilement et qui prennent bien la poussière. On va retrouver toutes les commandes de les vitres, les commandes de rétroviseur, le verrouillage, la poignée pour ouvrir le véhicule, qui, si je dis pas de bêtises, doit être quand même en aluminium. Enfin, je pense pas que ce soit du plastique. Donc à part cette partie-là de l'accoudoir, tout le reste est en plastique dur, mais je trouve pas que ça fasse cheap en soi. Évidemment, il se raye assez facilement. Les bacs de portière sont très petits, mais bon, moi ça me gêne pas parce que finalement je mets pas grand chose. Et puis le haut-parleur de manière classique aussi pour donc toute la partie audio. Juste un petit détail justement, petit détail d'observateur on va dire, qui est cette partie ici en plastique qui permet en fait, ça change pas grand chose, hein, mais qui permet de ne pas voir la carrosserie. Sur beaucoup de véhicules, à ce niveau-là, en fait, on va voir cette partie de la carrosserie. Alors c'est pas gênant, hein. On va dire que l'habillage de la portière s'arrête ici. Voilà, et moi je trouve sympa de finir de tout habiller, ça participe à la bonne finition du véhicule. Les joints également me paraissent assez, alors ça pareil on va le retrouver sur beaucoup de véhicules aujourd'hui, mais il y a un système de joints qui m'a l'air, ma foi, bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est du double joint ou autre chose, mais c'est vrai que ça participe au confort acoustique, et Dieu sait si sur une voiture électrique, le silence et les bruits d'air peuvent être pas gênants, mais enfin on va dire on peut vite les entendre. Je continue sur le reste. Ici vous avez une petite protection en plastique, bon voilà, tout à fait basique. Et puis ensuite on attaque donc l'intérieur du véhicule, donc avec les différents réglages du siège. Donc les fameux sièges qui ont été un petit peu décriés, où Nissan nous promettait du cuir et en fait et du tissu noir, et en fait on n'a pas du cuir mais qui est je crois que ça s'appelle le TEP. C'est un tissu enduit. Alors à la limite c'est plus sympa que du cuir que de vous y brûler les fesses comme on dit, mais quand on vous promet du cuir, vous aimeriez bien avoir du cuir. Idem pour du tissu noir, on vous dit que c'est du tissu noir et finalement c'est rayé. Bon, il n'est pas moche, hein, et avec les petits liserés bleus c'est plutôt sympa. Les appuis-têtes, ils sont pas mal. Donc là, ils sont en position basse. Ils vous appuient pas trop sur la tête. C'est ce que j'avais constaté dans la Hyundai Ioniq. Alors, il paraît que c'est pour des raisons de protection, pour éviter le coup du lapin. Donc c'est bien, là, parce que la plupart des appuis-têtes, en fait, n'appuient pas vraiment sur la tête. Donc dans la Hyundai Ioniq, il appuyait tellement que ça en devenait même gênant. J'avais signalé au commercial quand j'avais terminé l'essai, et il m'avait dit mais c'est normal et c'est inréglable. Alors ici dans la Nissan Leaf, ils sont pas très loin de votre tête, mais ils vous appuient pas non plus, et vous n'avez pas l'impression qu'on vous appuie sur la tête pour qu'elle soit en avant. Quoi dire d'autre? Donc moi l'intérieur, la qualité, je la trouve plutôt sympa. Ça fait beaucoup plus qualitatif que l'ancienne Leaf, même s'il y a énormément de plastique dur. Mais le fait d'avoir fait un tableau de bord, donc ça c'est du plastique dur, mais le fait d'avoir fait une imitation cuir ici avec les petits liserés, donc là c'est pas du plastique souple, on le retrouve dans beaucoup de marques aujourd'hui, je pense à des Renault un petit peu initiales, là où vous avez du liseré également, mais il n'est pas souple, en fait il est souple uniquement, si je dis pas de bêtises, voilà, à ce niveau là, ici, là il est vraiment souple, voilà.
Mais bon, c'est pas, on va dire c'est à la fois visuel et de la perception. Donc c'est vrai que mon intérieur, je le trouve plutôt sympa. Il a évolué dans le bon sens. Et après, il y a certaines choses qui ont été conservées de l'ancienne Leaf. Je pense notamment à cette partie de commande de la boîte de vitesse. En tout cas de la marche avant, de la marche arrière et du point mort, puisqu'il n'y a pas vraiment de boîte de vitesse dans un véhicule électrique. Là aussi, la partie centrale, donc avec du plastique dur, ça craque pas trop. Et puis j'étais un petit peu inquiet parce que souvent quand on conduit, alors moi j'ai pas des grandes jambes, mais on appuie son genou, on va dire à ce niveau, au niveau de la console centrale basse. Et puis sur certains véhicules, c'est assez inconfortable. Et ici, ça ne l'est pas. Alors ils n'ont pas mis de rembourrage particulier, mais c'est pas du tout inconfortable. Autre chose récupérée de l'ancienne Nissan Leaf, c'est toute la partie de commande de climatisation, avec le réglage de la température, la mise en route du chauffage, puisqu'il faut l'activer, la mise en route de la climatisation. Les modes, c'est pour commander électroniquement, donc si vous voulez de l'air en haut, en bas, sur le pare-brise, etc. La commande automatique de la climatisation, la mise en route du bloc de ventilation, le recyclage de l'air, le dégivrage arrière, le désembuage et puis le réglage de la puissance de la ventilation. Voilà un petit peu, donc toute la partie audio avec, donc ici c'est pas une Fanta CD, hein, c'est juste pour faire croire ou pour se rappeler qu'une époque il y avait des lecteurs CD dans les voitures, mais enfin ça ne lit rien du tout. Et voilà, une commande assez classique et un combiné audio qui fonctionne plutôt pas mal. J'y reviendrai peut-être, puisque là aussi on pourrait y parler pendant un bon moment. Le rétroviseur électrochromatique que je ne connaissais pas, puisque mon précédent véhicule n'en avait pas, mais bien pratique pour éviter d'être ébloui par les véhicules qui vous suivent. Ici, on va avoir tout ce qui est, le micro, si je dis pas de bêtises, pour récupérer le son quand vous êtes en Bluetooth. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, ici donc la partie éclairage, là que j'avais allumé pour faire la vidéo et qui est évidemment automatique. Un seul regret sur les Nissan Leaf, a priori vendus aux États-Unis, le plafonnier, voilà, cherchez le mot, le plafonnier est différent. Et ici vous avez une trappe pour mettre les lunettes de soleil. Voilà, c'est tout bête. Et sur mon ancien véhicule, moi je les avais ici, au niveau de la poignée. Voilà, alors une poignée conducteur, pour moi ça ne sert pas à grand chose. Et j'avais un petit logement, on trouve ça sur certaines Renault, pour poser les lunettes. C'est tout bête, mais c'est un petit détail. Ici évidemment un pare-soleil éclairé avec donc le miroir intégré. Côté, je me rends compte qu'en fait je l'avais jamais ouvert. Et puis idem côté passager. Voilà ce qu'on peut dire. Là aussi, là où il y a eu des remarques, c'est sur la place que prend la partie rétroviseur et tout le système de caméra de sécurité. J'avoue que alors j'avais lu des vidéos comme quoi c'était un peu envahissant. La première fois que je l'ai essayé, je l'ai trouvé également envahissant. Et finalement, on s'y fait. Alors, je sais pas si c'est parce que moi je suis réglé, enfin je suis pas très grand, etc. Je crois que les grandes personnes, ça peut les gêner. Vous voyez, je mets un petit peu au niveau de mes yeux. Et finalement, on a une espèce éventuellement de quelque chose qui vous gêne dans la visibilité. Moi, j'avoue que au quotidien, je ne suis pas gêné. Ça ne m'embête pas du tout. Un petit mot également sur la partie basse, donc avec le bouton de mise en route, le port USB et le port jack. Alors, le port jack, je ne sais pas qui s'en sert actuellement. Les boutons de réglage des sièges chauffants, donc avec différents niveaux. La prise allume-cigare, bien pratique quand il vous manque un port USB. Ici, un logement pour mettre le smartphone, c'est pas mal. On aurait peut-être aimé un logement un petit peu plus grand, s'ils avaient évité de faire des montants là un petit peu plongeants. Ça aurait permis d'avoir un logement plus gros. Ils auraient peut-être pu aussi ajouter la charge par induction. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de véhicules. Bon, moi ça me gêne pas, il n'y a pas non plus énormément de smartphones qui sont compatibles. Mais enfin pareil, dans un véhicule moderne et puis dit un petit peu technologique et connecté, petite charge à induction, ça aurait été sympa. Je crois que les amis de Hyundai
le font, surtout leur modèle électrique ou pas. Ici, donc, comme je disais tout à l'heure, une partie récupérée de l'ancienne Leaf, mais moi j'aime bien. C'est vrai que ça prend un petit peu de la place pour rien. Des touches pareilles, N, D, P, comme le fait Hyundai, aurait été sympa aussi. Mais j'avoue que mon petit joystick se manie bien, il est super pratique, et puis on s'y fait très très vite. Avec quand même deux spécificités, notamment à la livre de deuxième version, qui est non pas le mode éco, mais l'e-pédale. Alors je ne reviendrai pas dessus, mais c'est vrai que moi je suis vraiment un fan de cette e-pédale. Tout simplement voilà, parce que ça vous apporte une souplesse de conduite. On va dire qu'on va au bout de la logique, hein. C'est un véhicule dit entre guillemets automatique, mais évidemment comme sur tout automatique il faudrait appuyer sur le frein pour ralentir. Et ben là du coup vous servez uniquement de la pédale d'accélérateur, c'est très très confortable. Alors je sais pas si ça permet d'atteindre l'autonomie maximale et d'avoir la consommation minimale d'électricité. En tout cas, au quotidien, c'est très 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 agréable et je vous invite vraiment à le tester. On termine donc avec la console centrale. Donc avec cette partie, alors moi c'est vrai que je suis assez attaché au porte-gobelet parce que j'ai toujours une petite bouteille, voire deux, quand on voyage voilà, avec un passager. Donc j'aime bien avoir de la place à ce niveau-là. Alors là, c'est qu'ils sont un petit peu reculés, donc il suffit de mettre des petites bouteilles à l'intérieur. Sur d'autres véhicules, ils peuvent être placés à ce niveau-là, plus près à l'avant du levier de vitesse. Mais bon, là, c'est pas gênant. Et puis, ça permet de mettre la télécommande de l'alarme, la clé du courrier, un petit paquet de mouchoirs. Et puis, ce qu'on va retrouver dans beaucoup de véhicules électriques d'utilisateurs, c'est quelques cartes de recharge. Donc, je me rends compte que alors je suis pas encore passé à ChargePass, à ChargePass de ChargeMap, qui permet d'éviter d'avoir trop de cartes, puisque c'est un badge, bon je ne vais pas revenir dessus, mais qui permet en gros de s'interfacer avec beaucoup de réseaux, donc vous avez une seule carte, et puis cette société, puisque finalement c'est une société, qui se charge de faire de l'interface. Donc moi c'est vrai que je voyage pas énormément à travers la France et à travers l'Europe, encore moins avec mon véhicule, donc c'est vrai que j'ai quelques badges. Bon, ça c'est celui qui est livré avec toutes les Nissan Leaf, donc il vous permet notamment de vous recharger sur le réseau de prise CHAdeMO, fait en partenariat entre Nissan, Auchan, Ikea, etc. Ici c'est le dernier que j'ai rentré, qui est le Pass Sodetrel. Ils ont fait une petite promo qui permet d'avoir 2 fois 15 minutes créditées. Donc c'est le fameux réseau Corridor, qui concerne donc les bornes sur le réseau autoroutier. Donc c'est au cas où. Et puis ici, c'est comme j'habite donc dans le Puy-de-Dôme et au nord du Puy-de-Dôme, donc pas très très loin de l'Allier, ça m'arrive d'aller à Vichy, etc., d'autres villes de l'Allier. Et le syndicat d'électrification de l'Allier, départemental d'électrification, c'est ça, le SDE, donc a mis en place un réseau de bornes. Et donc, pour l'instant, c'est gratuit. Et je leur ai écrit donc, pour obtenir une carte. Voilà, il suffit de dire vous avez un véhicule électrique, je crois que vous mettez l'immatriculation, etc. Vous joignez même pas la carte grise. Enfin bref, c'est assez simple. C'est très rapide. Je crois qu'ils me l'ont envoyé sous 2-3 jours. Et c'est géré en fait par Freshmile. Je l'ai fait tomber. C'est Freshmile qui est en fait un gestionnaire de réseau de recharge. Voilà, tout simplement. Donc voilà, une console centrale simple mais assez pratique. Ici la commande de frein à main électrique, donc au début je l'activais, et puis finalement quand je me gare je reste en mode P, sauf quand je suis dans de fortes pentes, et il n'y a pas besoin d'activer le frein qui se désactive, si je ne dis pas de bêtises, automatiquement. J'ai un doute quand vous démarrez, vous accélérez. Ici donc l'accoudoir central, conducteur, donc qui n'est pas réglable. Alors c'est vrai, quand je conduis vraiment de manière cool, j'arrive à poser mon coude dessus, mais c'est un petit peu limite, je pense que ça va dépendre de chacun. Donc il est ni ajustable en longueur, ni ajustable en profondeur. On va dire finalement il est plus décoratif qu'autre chose. Après, ce qui est plus embêtant, c'est la capacité du logement. Vous voyez la taille de mes lunettes, déjà ça occupe pas mal de place. J'ai dû mettre, vous avez un stylo, vous avez le petit carton du support smartphone, et puis vous avez une petite trousse de secours avec quelques pansements, et puis voilà, on a fait le tour. Donc je trouve ça un petit peu embêtant. Voilà, j'aurais préféré un logement d'accoudoir central un petit peu plus gros, quitte à ce qu'ils viennent jusque là. Je ne sais pas pourquoi ils ont creusé cette partie-là. C'est un petit peu bizarre. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être un regret.
et avis aux ingénieurs de chez Nissan qu'ils puissent nous faire peut-être un accoudoir un petit peu plus grand. Voilà. Donc voici donc le tableau de bord de la Nissan Leaf. Donc on va commencer par la partie gauche du tableau de bord, plutôt du bas du tableau de bord. On va retrouver alors des choses assez classiques aujourd'hui dans le monde automobile, avec notamment donc le réglage de la hauteur des feux. Ici, une commande qui permet de désactiver la direction assistée. Alors le vendeur m'avait expliqué à quoi ça servait, j'avoue que j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, il y a une touche pour désactiver la direction assistée. Ici, vous avez normalement une touche, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de désactiver les bips sonores des radars de recul. Ici, une touche qui permet d'activer le volant chauffant, très efficace. Une touche qui permet de désactiver la programmation de la recharge. Souvent, on programme donc sur les véhicules électriques une minuterie donc pour dire, par exemple, tu te recharges entre 23h et 8h le matin. Donc c'est vrai que c'est bien pratique. Par contre, du coup, quand vous rechargez sur une borne, on va dire une prise 220 volts classique ou une borne semi-accélérée, donc on va dire les bornes qui rechargent entre 6 et 7 kW, il faut absolument désactiver appuyer sur cette touche pour désactiver la minuterie, sinon votre charge ne se lancera pas, voilà, ne démarrera pas. C'est logique, hein, la minuterie lui dit de recharger sur un certain créneau, et ben elle le fait. Donc c'est vrai qu'il ne suffit pas de se raccorder à la borne, il ne faut pas s'étonner si la charge ne se lance pas. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur ce petit bouton. Dès qu'on appuie dessus, la charge se lance immédiatement. Et puis le dernier bouton, qui ressemble en fait à une pompe à essence avec une prise électrique, c'est tout simplement ce qui permet d'ouvrir la trappe à l'avant du véhicule, donc pour accéder aux prises CHAdeMO et T2. A noter justement que la minuterie, c'est pas la peine de la désactiver quand vous rechargez en CHAdeMO, c'est uniquement quand vous utilisez la prise T2, donc de charge lente ou semi-accélérée. La CHAdeMO, elle, ne nécessite pas de désactiver la minuterie, la charge se lance immédiatement et elle est gérée par la borne. Donc au niveau, oui, ici, et deux petites choses annexes, un petit bouton qui permet de gérer ce qu'on appelle en anglais le dimmer, c'est-à-dire le niveau de rétroéclairage du tableau de bord, et puis le petit bouton électronique qui, dans certains véhicules, est un petit bouton poussoir qui permet de réinitialiser le compteur partiel kilométrique. Au niveau, donc je vais peut-être parler un petit peu des commodos ici. Donc classiquement, il y en a à gauche et à droite. Donc celui de gauche, c'est tout ce qui va gérer les feux. Donc vous pouvez les mettre en mode auto. Ça va évidemment activer les feux LED qui permettent donc de repérer les véhicules. Les feux de jour, pardon, je cherchais le mot. Et puis sinon, quand vous poussez complètement le commodo et qu'il fait nuit, alors il y a bien entendu la détection automatique jour-nuit, mais vous restez en plein phare et quand le véhicule croise d'autres véhicules, il va passer automatiquement en feu de croisement. Et c'est vrai que je ne roule pas souvent de nuit, mais je l'ai expérimenté et c'est vrai que c'est assez efficace. Voilà. Et puis évidemment, on pouvait classiquement comme ça faire un appel de phare. Le commodo de droite va gérer tout ce qui concerne donc les essuie-glaces, donc en mode auto, l'essuie-glace arrière, les gicleurs, etc. Ensuite, vous avez un volant donc à 3 branches avec un petit méplat qui est, ma foi, esthétique et puis pratique quand vous rentrez dans le véhicule. Ça évite de trop vous raboter les genoux. Donc classiquement au milieu vous avez le klaxon. Sur la gauche c'est tout ce qui va piloter donc les menus, le volume de la radio et des sources. Avant c'est retour rapide au niveau des titres et des stations et puis la petite touche pour revenir en arrière. C'est vrai que les menus sont assez complets. Et puis sur la droite vous avez tout ce qui est commande donc du régulateur limiteur. Donc ici on retrouve le limiteur, ici c'est le fameux ProPilot qui est le régulateur maintien dans la file. Donc pour l'activer c'est assez classique, on appuie ici, on fait 7, donc réglage, et puis ensuite par exemple on va augmenter la vitesse. Ici c'est un petit bouton qui va permettre de gérer la distance avec le véhicule qui vous précède, notamment quand vous avez le régulateur adaptatif et la
conduite donc dite semi-autonome. Ici vous avez la commande vocale. Donc il y a des commandes vocales qui sont disponibles. Par contre, quand on appuie sur cette touche, par exemple, et qu'on a activé Apple CarPlay ou Android Auto, ça n'active pas la reconnaissance vocale donc de Siri ou de Google Assistant. Ça active toujours la reconnaissance vocale intégrée au véhicule. Et puis ici, classiquement, pour décrocher, raccrocher quand vous recevez un appel. Donc voilà un petit peu l'environnement. Et puis évidemment l'afficheur, où il y a, moi je trouve du bien et du moins bien. Oui, donc mon avis aussi, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas donné sur le volant, enfin j'ai donné rapidement sur le fait qu'il y a un éplat, etc. Bon, c'est vrai qu'il est agréable, il est en cuir évidemment. Pour moi il n'est pas trop grand ni trop petit. Il est chauffant, ce qui est très agréable. Les menus finalement sont bien placés. Bon, je suis juste un petit peu perturbé sur mon ancien véhicule, la gestion du volume était à droite. Bon, bah, ma foi, on s'y fait. Et puis finalement, souvent, je la règle directement avec le potentiomètre qui est là, qui est juste à côté de mon bras droit. Donc plutôt satisfait du tableau de bord, en tout cas de son ergonomie et des fonctionnalités. Voilà, on pourrait faire mieux, on pourrait faire moins bien. Après aussi, c'est une affaire de goût. Mais je trouve plutôt sympa. Et puis le volant Nissan, c'est le volant qu'on retrouve a priori dans beaucoup de modèles Nissan. Le Qashqai, la Micra, je crois aussi, selon le niveau de finition. Et voilà, il est plutôt sympa. Et les fonctionnalités de détection automatique de la pluie, de passage code plein feu, etc. C'est plutôt sympa. Donc juste un petit mot sur l'afficheur. Donc quand on démarre le véhicule, c'est assez sympa parce qu'on a une petite animation. Alors évidemment, il me demande de laisser le doigt appuyé sur le frein. Voilà, voilà. Donc on a la petite animation du début. On peut la retirer, mais c'est vrai que c'est sympa. Alors j'essaie de vous enlever. Voilà l'ombre, le reflet, pardon. C'est vrai que d'avoir mis un afficheur analogique pour la vitesse et un afficheur numérique pour toutes les autres informations, bon, finalement moi j'aurais préféré un afficheur numérique complet. D'ailleurs comme il y avait sur l'ancienne Leaf. Alors il paraît que Nissan dit que les nouveaux, enfin les possesseurs de l'ancienne Leaf regrettaient de ne pas avoir un afficheur analogique, notamment pour la vitesse. Voilà, bah moi un afficheur numérique, autant aller jusqu'au bout de la démarche, et notamment sur un véhicule plutôt porté autour de la modernité et de la connectivité. Donc l'afficheur est complet. Donc là, alors il se remet automatiquement sur le menu sur lequel vous étiez quand vous avez éteint le véhicule. Donc c'est vrai que moi je regardais, tiens, justement de faire la vidéo, le temps qu'il me fallait en théorie pour atteindre les 100% sur ma borne de recharge à domicile. Alors vous voyez ici, je vais essayer de vous le montrer, vous avez ici des petits ronds qui vous indiquent le niveau de profondeur du menu. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc ici, voilà, vous avez la température de batterie, vous voyez que je suis descendu d'un petit point. Et puis vous avez ici donc la capacité de la batterie, donc évidemment le véhicule date de mars et on est début août, donc il a toute sa capacité de batterie. Et puis ici vous avez donc le temps de recharge estimé. Donc vous pouvez modifier le temps de recharge, enfin notamment oui, il se modifie quand vous êtes raccordé à une voilà, non, si vous pouvez le faire là, quand vous êtes raccordé, donc là le premier, pardon, 6 kW, c'est une borne de recharge à domicile, une wallbox. Ici 3 kW, c'est une prise 220 classique 16 ampères maximum. Et puis ici vous avez la recharge rapide CHAdeMO. Donc je reviens en arrière. Donc ici on nous indique bien donc 6 heures pour recharger à 100% sur ma wallbox. Évidemment, si je dis que je suis sur une borne CHAdeMO, alors c'est quelque chose qui est indicatif, vous n'avez pas à le faire hein, quand vous rechargez, c'est uniquement pour vous donner des informations et pour suivre la recharge. Mais en aucun cas vous avez besoin de programmer quoi que ce soit. Donc ici en CHAdeMO, et ben, par exemple il me faudrait 1h30, voilà, 1h30 versus 6 heures. Donc il n'y a évidemment rien à voir. Et puis on le voit également, il vous donne des durées intermédiaires. 25 minutes pour atteindre 75% et 9 minutes pour passer à 50%, ce qui est effectivement intéressant. Et puis la réalité, c'est bien comme ça que se comportent
une borne CHAdeMO. Donc moi je le laisse en fait régler sur 6 kW pour savoir à peu près le temps de recharge à domicile. Voilà, et puis ici vous avez l'afficheur qu'on voit dans beaucoup d'essais de Leaf, donc qui reprend ici la puissance consommée, instantanée. Ici la récupération d'énergie en bleu, et puis évidemment au centre l'autonomie restante. Sur la droite, vous allez avoir différents menus, donc par exemple l'heure, la vitesse et la température qui restent affichées en permanence, et puis éventuellement d'autres informations qui vont apparaître. Donc, par exemple, là, je vais me promener dans les menus, donc on voit tout le niveau de menu qui apparaît en haut. Donc on va retrouver tout ce qui concerne la charge du véhicule, tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne le GPS, les informations de consommation instantanée, les menus de pression des pneus, de compteur partiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le contrôle dynamique, les informations liées à la vitesse, etc. C'est assez complet. Et puis le dernier menu qui sont là, comment on pourrait appeler ça, les paramètres. On appelle ça les réglages du véhicule. Donc est-ce que vous voulez que le SP soit actif, toutes les aides du conducteur, les réglages du véhicule, les réglages EV, là ça doit être la partie pression des pneus, voilà, etc., etc., l'entretien, le réglage de l'horloge, voilà. Donc c'est vrai que c'est très très complet. Moi quand je circule, j'utilise en fait, enfin je reste sur cet écran avec la moyenne, voilà, c'est vrai que c'est souvent ce que font les conducteurs de véhicules électriques. Ils s'amusent à maintenir, enfin à regarder en permanence et à atteindre le niveau de consommation moyen le plus faible. Et puis donc ici, voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous le remontre. Quand on est sur cet afficheur, donc on a le contrôle de la puissance et de la récupération d'énergie. Mais on pourrait se dire, tiens, j'ai plus cette information-là, quand je suis dans les autres menus. Bah si, Nissan a trouvé une petite astuce, on va dire, et en fait, il le reporte en bas à droite. Voilà, donc on le voit un petit peu moins. L'autonomie apparaît toujours tout en bas, hein, 78. C'est une information qu'on retrouvait ici au centre de l'écran. Donc on l'a bien en bas. On voit qu'ici, par exemple, je suis désolé pour les reflets, là on l'a plus, évidemment. Hein, on n'a que le compteur partiel et le niveau de batterie, mais normalement l'information de kilométrage restant qui s'affiche ici, et là elle apparaît au centre, donc il ne la raffiche pas ici. Et donc on va la retrouver donc ici, donc le partiel, on retrouve nos 78 km restants, et puis estimé, et donc le pourcentage de batterie restant. Voilà. Et donc voilà, ça c'est vrai que c'est mon écran sur lequel je suis en permanence quand je roule. Et puis effectivement le compteur analogique pour vérifier sa vitesse, sachant que j'utilise pas mal le limiteur, voilà, pour être tranquille. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Voilà un petit peu pour le tableau de bord, en tout cas une partie du tableau de bord de la Nissan Leaf. Donc la partie arrière du véhicule, donc je ne vais pas vous refaire le descriptif du panneau de porte, sachant qu'au niveau des bacs de portière, vous avez des bacs en fait qui sont destinés plutôt à accueillir une bouteille. La place est suffisante, c'est vrai que le véhicule, je crois que de mémoire, fait à peu près 4,50 m, donc ça permet d'avoir quand même une cellule assez habitable, qui d'ailleurs doit être la même que sur l'ancienne Leaf, hein, puisque l'empattement et la partie centrale du véhicule est héritée de l'ancienne Leaf. Donc voilà, que dire de plus? Donc vous avez 3 ceintures à l'arrière. La place centrale, comme sur un véhicule un petit peu 4 roues motrices, est on va dire empiétée par cette partie, je crois, où il y a le système de contrôle de recharge de la batterie, et qui est quand même finalement assez encombrant. Mais bon, vu qu'on voyage la plupart du temps à 4 maximum dans le véhicule, donc ça pose pas de souci. Ici on va retrouver l'arrière de la coudoir centrale, et par exemple j'aurais bien aimé avoir une prise allume-cigare ou 1 ou 2 ports USB, et puis surtout des aérateurs pour que les passagers à l'arrière aient un petit peu plus de ventilation, notamment quand il fait chaud.
de climatisation, et parce que souvent à l'avant ça marche très très bien, à l'arrière ça a un petit peu de mal à arriver. C'est pas spécifique à la Leaf, hein, c'est spécifique à tous les véhicules qui n'ont pas d'aérateur à l'arrière. Et vous avez ici la commande de chauffage de la banquette arrière. Voilà, donc quelque chose d'assez classique. Ah oui, et puis ici quelque chose qui me gênerait si je voyageais souvent à l'arrière, c'est qu'en fait vous n'avez pas de... Vous avez bien 3 appuis-têtes à l'arrière, mais vous n'avez pas d'accoudoir central. Voilà. Alors je ne sais pas quelle en est la raison. C'est une petite mesquinerie ou s'il y a réellement une raison technique. Mais c'est vrai que moi quand je voyage à l'arrière, j'aime bien mettre mon coude gauche sur l'accoudoir de la portière. Et puis voilà, si je suis à gauche en tout cas. Et puis le coude droit, le bras droit, l'avant-bras droit sur l'accoudoir central. Qui souvent en plus comporte des porte-gobelets. Voilà, donc quand on voyage longtemps, on aime bien voyager confortablement et pas avoir un bras qui pend au milieu du véhicule. Voilà, donc c'est des petites choses. Voilà, avis aussi aux ingénieurs de Nissan pour qu'ils améliorent éventuellement ça dans la prochaine version. Donc le coffre de la Nissan Leaf, où là je trouve que là c'est aussi un bon point. Donc comme le véhicule fait 4,50 m est assez grand et c'est la partie arrière de la Nissan qui a été rallongée par rapport à l'ancien modèle. Donc évidemment on a un coffre assez volumineux, je ne sais plus quelle est sa capacité, je me demande si c'est pas quelque chose comme 450 litres. C'est vrai qu'il est grand, il est suffisant pour une famille de 4. Vous avez donc la plage arrière qui permet de stocker ma veste. Je trouve ça super pratique, c'est un petit détail, mais il y a des véhicules, je pense par exemple à la Hyundai Ioniq, où c'est en fait un espèce de rideau que vous tirez, et c'est un cache-bagage. Voilà, je cherchais le mot, un cache-bagage, et en fait vous ne pouvez pas poser grand chose dessus. Voilà. Donc moi, par exemple les vestes, quand on voyage à 4, on les pose sur la plage arrière, et ça gêne pas la visibilité, ça permet de les stocker. Voilà, donc c'est tout bête, comme sur beaucoup de véhicules, c'est tenu par une petite lanière, un petit lien. Voilà, donc ça c'était une petite observation. Donc le coffre, comme je disais, de taille suffisante. Donc il est livré avec un tapis de coffre. Alors je ne sais pas si je peux le soulever parce que j'ai un petit peu de bazar. Dessous évidemment on va retrouver la tôle du véhicule. Ça permet d'habiller un petit peu le coffre, il est amovible. Donc il y a 2 liens ici, donc moi je m'en suis servi pour mettre le triangle. Des fois je coince le parapluie dedans pour éviter qu'il se balade. Là vous avez 2-3 affaires au fond du sac, ma pochette, un sac de course, un emballage, une casquette, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu la capacité du coffre. Et puis vous avez 2 rangements sur le côté. Alors c'est tout bête, hein, c'est juste des petits... comment on appelle ça? Ah, j'ai le mot qui ne me revient pas. Des espèces de poches aumônières, je crois que ça s'appelle comme ça, avec des petits crochets donc qui permettent de stocker, on va dire, les câbles. Donc là ici vous avez le câble de recharge semi-accéléré type 2, et ici vous avez le transformateur, l'adaptateur secteur avec la prise 220 volts qui lui est dans un petit sac. J'ai dû m'en servir une fois. Voilà, là vous rechargez vraiment à vitesse d'escargot, donc c'est vraiment en cas d'urgence ou de l'appoint. J'avais également acheté l'organiseur de coffre qui permet en fait comme son nom l'indique, d'organiser le coffre. Donc c'est des espèces de coffres avec un rabat dessus. Et mon idée c'était en fait de rattraper le seuil, parce qu'effectivement il y a une marche, et c'était d'arriver à niveau comme ça se fait sur beaucoup de véhicules, et comme ça se faisait sur mon ancien véhicule. Et le problème c'est que du coup l'organiseur de coffre, oui il affleure bien, mais après vous perdez beaucoup de hauteur utile une fois que l'organiseur est en place par rapport à la plage arrière. Voilà. Donc finalement c'était une fausse bonne idée et j'ai pu le revendre. Voilà, quoi vous dire d'autre sur le coffre. Évidemment il n'est pas motorisé. Vous avez la poignée classique qui permet de le rabattre. Si, un petit mot sur la partie arrière du coffre. Et donc vous avez l'éclairage des plaques d'immatriculation, vous avez la caméra, le bouton pour l'ouverture électronique, et puis vous avez ici je ne sais pas si on va le voir, je ne sais pas trop trembler, vous avez un petit bouton qui vous permet de verrouiller le véhicule quand vous partez. Je vais vous faire une démonstration. Donc là vous fermez votre coffre, voilà, vous avez les clés dans la poche, parce qu'évidemment
La Nissan Leaf est ce qu'on appelle keyless. Et quand vous partez, vous appuyez sur le petit bouton et ça va fermer le véhicule. Voilà. Et là, le véhicule est fermé. Donc vous n'êtes pas obligé de reprendre vos clés ou d'aller appuyer sur un bouton ici, présent sur les portières. Voilà. Vous pouvez rester au niveau du coffre. Je ne sais pas si d'autres véhicules l'ont, mais je trouve ça très pratique.